Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Le nouvel ultimatum du chef de l'État, Paul Biya, aux bandes armées et groupes rebelles qui sévissent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Alors qu'il présidait ce jour la cérémonie de sortie des élèves de l'école militaire interarmée de Yaoundé, Paul Biya a une fois de plus réitéré son appel aux séparatistes à déposer les armes et à retrouver le droit chemin. C'est un nouveau revers pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Après avoir été acquittés de crimes contre l'humanité, la Chambre d'appel a donc ordonné ce jour le maintien en détention de l'ex-président ivoirien et de son ministre de la Jeunesse, et ce jusqu'à l'examen de l'appel du procureur de la CPI. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est sous un ton martial et ferme que le chef de l'État, Paul Biya, a une fois de plus mis en garde, je cite, des entrepreneurs de la guerre qui mettent en mal l'unité nationale et prônent la sécession. Alors qu'il présidait ce jour à Yaoundé la cérémonie de triomphe de la 36e promotion de l'EMIA, Paul Biya a réitéré son appel aux séparatistes anglophones à déposer les armes. Gizogo, Emmanuel Job. C'est par le pas des reines que les 174 élèves officiers de la 36e promotion de l'école militaire interarmée, EMIA, baptisée Unité et Diversité, ont fait leur entrée au rang d'officiers. Devant le chef des armées, le président de la République, qui a passé les troupes en revue à bord de la Range Rover présidentielle, les nouveaux officiers ont été adoubés. Dans la foulée, l'adresse du chef de l'État s'est apaisantie sur la crise anglophone avec un nouvel appel à déposer les armes. Je réitère mon appel à nos jeunes qui se sont laissés entraîner dans une voie sans issue, à saisir cette opportunité de revenir dans le droit chemin, de reconstruire leur vie. Paul Biya a alors souligné que le comité de désarmement constitue un outil idoine. Le comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration que je viens de créer est déjà à pied d'œuvre. Les premiers contacts sur le terrain sont encourageants. À ceux qui persisteront dans la voie de la guerre, il a opposé l'armée. Quant aux criminels qui persisteront à rester sur la voie de la violence, ils savent ce qui les attend. Les forces de défense et de sécurité continueront à faire leur devoir avec fermeté, détermination et professionnalisme. Ce tableau sécuritaire dressé, le président de la République a appelé les nouveaux officiers à se montrer à la hauteur de leur rang. Je vous exhorte à rester fidèles aux valeurs qui fondent notre nation et guident l'action de notre armée. Vous serez désormais aux côtés de vos camarades, le bouclier de votre pays. Mais ne l'oubliez jamais, vous devrez aussi être celui de nos populations. Une exigence que le directeur de l'EMIA réitère aussi face aux enjeux de l'heure. Avec les enjeux sécuritaires de l'heure, il est plus que jamais impérieux que ceux qui sont appelés à diriger, à commander, soient bien formés pour qu'une fois rendus sur le terrain, ils puissent faire face à tous les obstacles qu'ils pourront rencontrer. Les nouveaux officiers, eux, se disent prêts à relever le défi sur le terrain. Je suis très émue aujourd'hui et à cet effet, je souhaite remercier le chef de l'État qui nous a honorés de sa présence, et je vais par là remercier nos cadres qui nous ont appris tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Les challenges, nous les connaissons, nous sommes assez outillés. C'est un produit fini, mes camarades et moi que nous sommes. C'est un bon produit qui a été mis au sorti de l'EMIA. C'est un produit apte et prêt à répondre à toutes les missions que le haut commandement aura à nous confier. Cela en attendant bien sûr qu'ils découvrent les réalités du terrain.
Plusieurs semaines après les attaques de Bangourène dans le département du Noun et autres localités, Yves Landry Etoga, secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, a effectué une descente sur le terrain. Il est allé s'assurer du maintien de la mobilisation de l'armée dans cette région dans la lutte contre les bandes armées et ainsi que les groupes rebelles. Le reportage du Mama Sophone, Sylvestre Zangao. Après les attaques des bandes armées à Bangourène dans le Noun et dans d'autres localités de la région de l'Ouest, Galas Etoga, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, s'est rendu à Bafoussam pour une séance de travail avec l'état-major de la 5e région militaire. Autour du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, les autorités militaires de la RMIA 5, les officiers, les sous-officiers, le gouverneur, les préfets et les sous-préfets de la région ont travaillé à huis clos à la Légion de gendarmerie de l'Ouest. Objectif, maintenir la mobilisation dans la lutte contre ces bandes armées et toute forme de banditisme et de criminalité. Galas Etoga s'est ainsi rendu à l'Ouest après les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. D'accord. Et vous l'avez suivi donc dans ce reportage, les zones frontalières aux régions anglophones continuent de payer le prix fort de cette crise socio-politique. De nombreux foyers de tension se sont créés. Les séparatistes qui sèment la terreur et la ville de Banga dans le département du Mungo n'est pas épargnée. Les dirigeants de la région du littoral se sont rendus dans cette localité afin de rassurer les populations sur les mesures prises par le gouvernement pour un retour à la paix. Jacques Molon, Kédiara. Ce sont des riverains apeurés et dépassés par la situation qui ont accueilli leur chef de terre. Nous sommes à Koto, un petit village situé en Banga, dans le département du Mungo. Et ici, tout comme dans les villages avoisinants, de présumés sécessionnistes ont réussi à installer un climat de peur, rythmé par des messages d'intimidation appelant au boycott de l'école. Voilà ce qui nous a amenés à vite prendre la situation en main et de descendre, appeler ses parents, de prendre leurs responsabilités premièrement, mais également inviter les populations à croire à la République et les dispositions également prises pour assurer qu'effectivement ces enfants puissent aller à l'école et que les populations vaquent à leurs occupations dans toute la quiétude, sans crainte. Si la descente du sous-préfet rassure plus d'un, il est à noter que, avant son arrivée sur place, de nombreux riverains apeurés avaient déjà pris la résolution de quitter les villages atteints pour les plus nantis et pour les autres de se réfugier dans la broussaille. La majorité des gens de ce village ne dorment plus dans leur maison, dans leur taudis. Plus ils ont fui aller faire des campagnes en brousse parce qu'ils ont peur de ces délinquants qui viennent ici. Ils dorment en brousse, ils reviennent le matin. Tu vois quelqu'un marcher là le matin, tu dis bonjour, mais va chez lui le soir, tu ne vas plus le voir. Les enfants qui fuient, ils ne veulent pas aller à l'école. Donc il n'y a pas la paix. C'est la proximité de ces villages, expliquent les riverains, avec la zone de conflit ainsi que l'absence de militarisation de leur territoire qui est à l'origine de cette incursion. Nous sommes vraiment très proches de la zone de conflit. Que la situation dans la zone, qu'on peut dire zone anglophone, a pu affecter les populations de Matouké, de Koto, Hop, de Koto Mission, de Koto Natigal. Ils ont désormais le regard tourné vers les autorités pour le retour de la paix dans leur village et dans le Cameroun tout entier. Nous attendons de l'État qui renforce la force de l'ordre. Et nous avons besoin de ça, c'est même ce que nous voulons de plus, que ça cesse, que ça finisse. Ce que nous voulons, c'est que nous sommes tous Camerounais. Et le souhait de toute la population de Koto, c'est que dans un avenir très proche, que cette situation trouve une solution. C'est une scène effroyable vécue hier au TCS, tribunal criminel spécial François Tchakui, poursuivi dans une affaire qui implique l'ex-ministre des Finances Essimi Meunieu, a rendu l'âme quelques instants seulement après avoir été victime d'un malaise en pleine audience. Et l'expert comptable et ancien ministre de l'Agriculture en fuite sont poursuivis pour un détournement de près de 2 milliards de francs CFA. Des précisions dans ce reportage de Marcelin Ganson. Il ne répondra plus de rien devant le tribunal criminel spécial.
François Tchakui est décédé de la plus terrible des manières le jeudi 17 janvier 2019. En pleine audience, l'expert comptable a été victime d'un malaise qu'il a finalement emporté sans que l'on ne sache jusqu'ici la cause exacte de cette mort subite. Depuis lors, les supputations vont bon train dans les couloirs du TCS, non sans alimenter les débats dans les chaumières. Ce d'autant que l'infortuné était poursuivi dans le cadre d'une affaire où son co-accusé est introuvable depuis le début. En effet, François Tchakui était poursuivi en même temps que l'ancien ministre des Finances, Essimi Meigné, pour des faits de détournement de la somme de 1,7 milliard de francs CFA. De l'argent dont il est reproché à l'ex-MIFI, aujourd'hui en fuite, d'avoir payé au promoteur de la société Challenge Corporation, sans contrepartie. Des faits qui remontent entre 2008 et 2012, du temps où Essimi Meigné était le patron du ministère des Finances. Profitant d'une évacuation sanitaire, après sa sortie du gouvernement le 2 octobre 2015, l'ancien Minader a pris la fuite. L'émission des mandats d'arrêt le 14 mars 2017 n'y a rien changé. Entre-temps, François Tchakui, à qui il est reproché d'avoir obtenu ou retenu frauduleusement l'argent querellé en coercion avec son mentor, avait été arrêté et placé sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. C'est de là qu'il est parti pour l'audience du jeudi 17 janvier qui lui a été finalement fatale. Si son décès met un terme aux poursuites à son égard, il y a que l'affaire va s'enliser davantage, puisque son co-accusé, Essimi Meigné, ne s'est pas jusqu'ici présenté au tribunal criminel spécial pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Une affaire abracadabrante à la fin. Le problème de délivrance des cartes nationales d'identité se pose avec acuité dans la région de l'Ouest Cameroun, une situation qui plombe les inscriptions sur les listes électorales. Plus de 2 semaines après l'ouverture du processus, l'affluence n'est pas encore perceptible dans les antennes communales d'Elekam. Le reportage de l'Éclair Sakem. Pendant la campagne électorale pour la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun, l'on a noté beaucoup d'engouement. Malheureusement, la plupart des jeunes en âge de voter n'avaient pas de carte d'électeur. Un peu plus de 2 semaines après l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales, l'ambiance reste timide dans les antennes d'élection de Cameroun de l'Ouest. J'implore l'indulgence des Camerounais, qu'ils ne disent pas qu'on s'est déjà inscrit. Non, c'est pour tous ceux qui ne se sont pas encore inscrits, en âge de voter 20 ans, et même ceux qui ont plus de 20 ans et qui n'ont jamais voté. Et pour ceux qui ne sont jamais inscrits, qu'ils n'oublient donc pas qu'il faut rapidement se référer à une antenne communale la plus proche de leur résidence. Le constat est triste. La plupart de ces jeunes n'ont ni carte nationale d'identité, ni acte de naissance. La principale difficulté que nous rencontrons sur le terrain réside au niveau de la pièce maîtresse pour l'inscription, à savoir la carte nationale d'identité. Les jeunes en âge de voter ne sont pas titulaires de la carte nationale d'identité. Les hommes politiques ne veulent pas rester en arrière-plan pour cette campagne des inscriptions sur les listes électorales. Le président de la circonscription électorale SDF de Bafoussam Ier a lancé une opération intitulée 70 000 inscrits. C'est une opération que nous avons pensée parce que le nombre d'inscrits de 50 000 déjà à Bafoussam Ier, c'est très peu par rapport à une population de plus de 100 000 habitants. Donc, nous pensons que si le maximum de personnes s'inscrivent et votent, ils s'intéressent au travail des politiciens. Et ça veut dire qu'il y aura plus de critiques. Il y a moins de 25% qui décident pour celui qui gère la cité. Régulièrement, ce n'est pas objectif. Donc c'est pour ça que nous motivons donc les populations à s'inscrire sur les listes électorales. L'homme politique a encouragé les élèves du lycée de Batouka en âge de voter de s'inscrire sur les listes électorales pour accomplir leur devoir civique au cours des échéances à venir. Rendons-nous à présent à Ndimoun, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. L'absence des salles de classe, table-banc, plombe l'éducation des jeunes apprenants de cette localité. Le maire vient de prendre l'engagement de remédier à ces difficultés, annonçant la construction de plusieurs salles de classe. Mama Sophone, Flavien Valondongo. Le CETIC et l'école publique de Manki 2, dans l'arrondissement de Ndimoum, département du Noun, manquent cruellement des salles de classe. L'unique pièce qui existe pour le primaire
abrite tout le cycle de la Silokumayen deuxième année. On ne doit pas compresser les enfants dans une salle de classe croyant donner l'éducation alors que nous donnons plutôt des maux et des maladies. Nous essayons quand même à nous battre et faire de l'effort que ces enfants puissent nous comprendre malgré les bruits qui se passent et certains dérangements. Le seul enseignant titulaire de cette école s'est accordé les services des vacataires pour espérer éduquer les élèves malgré l'absence des tables bancs et des salles de classe. À mon arrivée ici, j'étais seul comme enseignant. J'ai dû me battre donc pour recruter, n'est-ce pas, 3 mètres de parents. Un autre problème était celui des salles de classe. Ils sont vraiment exigus. À cause de cette difficulté, plusieurs enfants de la localité n'ont pas pu aller à l'école cette année. Ceux qui se sont rendus manquent de places assises, d'où le cri de détresse de l'élu local envers les pouvoirs publics. Vous voyez ces enfants, ces jeunes Camerounais, assis par terre. Vous voyez quand on parle peut-être d'une école à cycle complet, avec un seul directeur. Raison pour laquelle nous faisons appel au gouvernement pour pouvoir faciliter le recrutement de tous ces enseignants. On a les enseignants formés, mais ils sont au quartier. Le maire de l'arrondissement de Ndjimom, soucieux du devenir des enfants de sa localité, vient de dégager un budget pour la construction de nouvelles salles de classe dans un délai réduit. Et le maire vient de poser la première pierre, des délais qui nous sont impartis de 3 mois. Même avant ces 3 mois-là, ces travaux-là seront livrés pour que les élèves, au lendemain du second trimestre, là, pour le compte du 3e trimestre, soient déjà en train de fréquenter dans ces nouvelles salles de classe. C'est à eux qu'incombe la difficile tâche de sécuriser le réseau ferroviaire à travers le désherbage régulier des abords de la voie publique ferrée. Il s'agit des riverains du chemin de fer qui prennent soin de ce patrimoine commun en contrepartie d'une motivation financière qui leur permet de satisfaire quelques besoins. Et comment dans ces populations s'organisent au quotidien, nos reporters Marcelin Gansor, Valérie Senguet sont allés à leur rencontre. Reportage. Au quartier Dakar, non loin de la gare de Mvolier, dans le 3e arrondissement de Yaoundé, des ouvriers sont à pied d'œuvre. Pas du cantonnage, qui se fait régulièrement 2 fois par an. Et on prend 8 mètres de chaque côté pour que les rails soient bien ouverts, pour que les conducteurs n'aient pas de problème de visibilité. Et la caméra nous donne du matériel pour travailler, des choses comme les bottes, les machettes, les habits et tout ça là. Pour l'entretien de la voie ferrée, j'ai un comité de vigilance. Donc c'est avec ce comité que je fais les travaux de la voie ferroviaire. La première campagne c'est en juin, c'est la deuxième campagne qu'ils sont en train d'effectuer. Comme vous le voyez. Activité similaire au village Akak, non loin du stade Paul Biya d'Olembe. Nous sommes dans l'arrondissement de Soa, département de la Mofou et Afamba. Ici, les riverains s'organisent également autour de leur chef afin de débarrasser la voie ferrée de tout type d'encombrement. On est là pour le désherbage, à défricher, dégager tout ce qui peut nuire et tout ce qui peut salir le chemin de fer. J'ai une équipe de vigilance en fait qui protège les rails en cas d'incident. Et lorsque l'arbre tombe, nous sommes les premières personnes à enlever ces arbres-là. Le caméra nous permet d'abord de faire l'abattage tout autour des rails pour ne pas avoir ce genre d'incident. Au-delà de la sécurisation du chemin de fer et de la prévention des accidents et autres incidents, l'activité de désherbage permet également de lutter contre l'insécurité. Lorsqu'on sait par exemple, pour le cas de Yaoundé, que le chemin de fer traverse plusieurs quartiers dangereux. Ce travail permet également que les bandits qui viennent pour déranger puissent quand même fuir. Parce que quand on prend 8 mètres de chaque côté, ça veut dire que même si quelqu'un est placé à 1 km, il peut voir ce qui se passe de l'autre côté. Bon, et nous avons la grâce ici qu'il n'y a pas trop de serpents. Parce que vous pouvez même faire 4 km sans rencontrer un serpent. Voilà ce qui peut être le plus gros risque. Et depuis que nous travaillons, personne n'a jamais été blessé. Nous tentons de comprendre ce qui motive autant les riverains à prendre soin du rail, pendant que certains esprits égarés ont plutôt la propension à poser des actes de délinquance. Il faut servir son pays. C'est ma première motivation. La seconde, bon,
Il y a les dotations que Camara nous fait. Et avec ces dotations, j'essaie de voir avec mon équipe comment on peut bien faire ce travail. Par exemple, aux réalisations, j'ai un foyer d'orphelinat ici au quartier. Donc, ce qui sort de là, ce que Camara me donne, je m'en vais aussi faire cadeau à l'orphelinat. Je suis un responsable de famille. J'ai une femme et j'ai des enfants. Je peux payer la scolarité de mes enfants. Ça peut me permettre de nourrir la famille. Akar et Dakar font partie des 163 villages traversés par le chemin de fer au Cameroun. À l'instar de la route, l'idéal serait que là où le chemin de fer passe, que le développement suive. Plusieurs villages traversés par le rail bénéficient ainsi de divers services sociaux de base, tels que les forages, les puits, l'équipement des structures sanitaires en matériel et autres médicaments. Ce à quoi il faut ajouter la motivation financière qui permet aux riverains qui assurent le désherbage de satisfaire quelques-uns de leurs besoins essentiels. En procédant au lancement du budget 2019 à Bertois dans la région de l'Est Cameroun, le ministre des Finances a donc appelé les ordonnateurs à respecter la discipline budgétaire. D'autres précisions dans ce reportage de Benjamin Sam. Promulgué le 11 décembre 2018 par le chef de l'État, le budget 2019 du Cameroun, qui se chiffre à 4 850,5 milliards de francs, vient d'être lancé dans le soleil levant. Maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués, ordonnateurs et élus locaux n'ont pas manqué le rendez-vous. Je voulais venir à l'Est, m'entretenir avec les forces vives, leur dire ce qu'il y a dans le budget, leur dire quelles sont les attentes des pouvoirs publics et quels sont les engagements que les pouvoirs publics prennent pour qu'au niveau des opérateurs économiques, les affaires se fassent normalement. Quelques innovations guident cette loi des finances, accélération de la croissance, une consolidation budgétaire qui vise l'élargissement de l'assiette et l'amélioration continue du climat des affaires. Lui, Paul Motazeux, ministre des Finances, pour y parvenir, prescrit le respect de la discipline budgétaire. Nous sommes sous programme avec le Fonds monétaire international, donc il serait bon que les uns et les autres soient au courant de tout ça et adaptent donc leur façon de faire aux exigences de la situation. C'est pour ça que nous avons fait un appel assez long sur ce que nous appelons la discipline budgétaire pour que l'exécution du budget se fasse sans recours de problème. Chaque commune du pays s'en sort avec une dotation de 5 millions de francs, ajoutée aux 27 millions consécutifs au transfert des compétences. La région de l'Est, avec ses 39 milliards, aura à cœur un certain nombre de projets, dont la poursuite des travaux de construction de l'usine des pieds de 30 MW de Lompangar. Nous disons merci au chef de l'État pour ce budget qui doit permettre à toute la population de tout le Cameroun de s'améliorer. Le ministre des Finances, qui a également visité ses services déconcentrés et rencontré son personnel, n'est pas déçu des résultats obtenus sur le terrain. Que ce soit la douane, que ce soit les impôts, les résultats sont plutôt bons ici à l'Est, puisque les objectifs fixés ont été largement atteints, sinon dépassés. Mais il y avait aussi des récriminations en matière de qualité de service. Et j'ai tenu à leur dire qu'il n'y aura pas beaucoup de passe-droits. L'actualité hors de nos frontières à présent, je vous le disais en titre, c'est un nouveau revers pour l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, acquittés mardi dernier de crimes contre l'humanité. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a ordonné ce jour le maintien en détention des deux hommes en attendant l'examen de l'appel du procureur sur la mise en liberté immédiate qui aura lieu le 1er février 2019 et signalons que le procureur a donc jusqu'à mercredi pour déposer son mémoire d'appel. Et toujours hors de nos frontières présidentielles en RDC, l'Union africaine emboîte le pas à la France en émettant des doutes sur la régularité des résultats provisoires publiés par la CENI, réunie hier à Addis Abeba en Éthiopie. L'UA exige donc la suspension de la publication des résultats prévus ce jour. Jean-Paul Chouniat, reportage. Et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo.
Depuis la proclamation des résultats provisoires donnant Félix Tshisekedi vainqueur de la dernière élection présidentielle en République démocratique du Congo et les réserves de la France sur la conformité des résultats de ce scrutin, c'est au tour de l'Union africaine d'entrer en scène. Même si jusqu'ici la situation sur le terrain reste fort heureusement globalement calme, il n'en reste pas moins qu'elle demeure hautement préoccupante. Réunie le 17 janvier à Addis Abeba en Éthiopie, l'institution, par la voix de son président en exercice, le Rwandais Paul Kagame, somme la Cour constitutionnelle de suspendre la proclamation des résultats définitifs prévus ce vendredi 18 janvier. Motif: de sérieux doutes auraient lourdement entaché ces résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Pour parler franchement, des sérieux doutes sur la conformité des résultats proclamés persistent et ne cessent de hanter les esprits des Congolais et de leurs frères et amis de par le monde. Cette position de l'Union africaine est fort appréciée par le candidat de la coalition Lumaka, Martin Fayulu, arrivé deuxième avec 34% de suffrages et qui revendique la victoire. Dans le camp de Ramazani Chadari, candidat malheureux de la coalition au pouvoir, son porte-parole, Maître Aimé Kilolo, a rappelé que la Cour constitutionnelle est la seule habilitée à vider le contentieux relatif au scrutin présidentiel du 30 décembre dernier. Jusqu'au moment où nous bouclons ce reportage, le candidat donné vainqueur, Félix Tshisekedi de l'UDPS, et le président de la CENI ne s'étaient pas encore prononcés. Le secrétaire général de l'actuelle majorité au pouvoir et par ailleurs président de l'Assemblée nationale rassure pour sa part que les autorités congolaises restent disposées à dialoguer avec l'Union africaine. C'est dans cet élan qu'une délégation de l'Union africaine va se rendre de toute urgence à Kinshasa avec en tête de file le chef de l'État rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, de Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'UA et d'autres dirigeants ayant pris part à la réunion d'Addis Abeba. L'actualité sportive à présent. Les élections au sein des fédérations sportives sont toujours attendues au Cameroun depuis 3 ans déjà, toutes choses qui plongent les présidents des fédérations dans l'illégalité. Et pour donc rattraper le laxisme de son prédécesseur qui a entretenu le flou à la tête des fédérations, le nouveau ministre des Sports fait du renouvellement des organes au sein des fédérations sportives une priorité pour 2019. Rodrigue Ngassi Aïe Cyril. Les présidents de fédérations au Cameroun continuent de poser des actes qui pourraient être attaqués en justice. Pour cause, leurs mandats arrivés à expiration depuis près de 3 ans n'ont pas été renouvelés. Pour éviter le piège des procès interminables devant les tribunaux, le ministre des Sports et de l'Éducation physique fait du renouvellement des organes des fédérations sportives civiles nationales l'une de ses priorités pour 2019. Il est indéniable que le renouvellement des organes dirigeants de ces fédérations constitue un événement attendu par tous. Plusieurs doivent sortir de leur léthargie, plusieurs doivent sortir émergés d'une existence fantomatique pour être plus actifs, plus dynamiques. Autre priorité pour Narcisse Mouelle Kombi, la modernisation de la gouvernance au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Toute chose qui passe par la refonte du site internet du MINSEP. La page web à l'heure actuelle est encore vide et moins attrayante, preuve que l'heure du développement numérique n'a pas encore sonné au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Une attention particulière devra-t-elle être portée au développement du numérique avec notamment la densification des connexions Internet et la refonte du site web du MINSEP. Comme vous le voyez, les chantiers sont nombreux et exaltants qui nous interpellent, qui nous interpelleront en cette nouvelle année. La poursuite des chantiers de la CAN figure également parmi les priorités exprimées au cours de la présentation des vœux de nouvel an au ministre des Sports et de l'Éducation physique. La poursuite de la construction des grands complexes sportifs de Lende à Yaoundé, de Japoma à Douala, de Garoua et de Bafoussa, ainsi que la réalisation des travaux complémentaires au Municipal Stadium de Béa et au stade annexe de Linde seront de grandes priorités. Le bilan de l'année écoulée a été présenté. Un bilan élogieux au dit du secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique.
même si, faute de pouvoir organiser la Coupe du Cameroun à temps, le pays a été privé d'une deuxième place à la Coupe de la Confédération. Et toujours en sport, Bill Chato est le nouveau coordonnateur des sélections nationales et Salomon Olembe, le nouveau team manager des Lions indomptables du Cameroun. Ils ont été nommés ce jour par le président de la FECAFOOT, Seydou Bombo Djoya. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge-Alain Autou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge-Alain. Voilà, Nadine Yambou, nous allons revenir sur la cérémonie de triomphe de la 36e promotion de l'école militaire interarmée où le président de la République a, une fois de plus, donné un ultimatum à ce qu'il appelle les entrepreneurs de la guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge-Alain Auto, ainsi qu'à vos invités. Rendez-vous vendredi 20h. C'est bien cela. Exactement. Voilà, madame, monsieur, dans